Jour J donc pour la Fed. On attend évidemment cette réunion et ce soir ce que nous dira Jérôme Powell parce que la Banque centrale américaine n'est plus que jamais sous pression avec des chiffres d'inflation qui sont très forts. On a commenté ici ce vendredi sur les prix, quasiment 7% de hausse sur un an, au plus haut depuis 1982. Et puis hier, c'est carrément 9,6% de hausse, quasiment à deux chiffres pour les prix à la production, les prix de gros, le tout avec un chômage qu'on sait qui est à peine au-delà de 4%. Bonjour Pierre. Bonjour David. Pierre Sabatier, économiste et président du cabinet PrimeView. Je vous ai vu nettoyer un peu votre chemise. Il y avait, Non, ça va, je vous plaît bon, toujours. Merci. Bon, il doit corriger aujourd'hui, Jérôme Powell, quelque part une erreur de politique monétaire, parce qu'il nous a quand même dit depuis plus d'un an que l'inflation était temporaire, était transitoire. Il s'est trompé. Aujourd'hui, il doit donner un coup de barre. Alors j'ai bien aimé, je fais un petit aparté dans votre introduction, j'ai pas bien compris, c'est jour de Fed ou jour de fête? Oui, il y a toujours ce jeu de mots. N'est-ce pas? Est-ce qu'il doit corriger en fait une erreur de politique monétaire? C'est difficile à dire parce que vous savez que nous faisons partie des gens qui considérons qu'aujourd'hui la hausse des prix, elle est transitoire et elle restera transitoire. Ça dépend à quelle échelle de temps. Ça dépend à l'échelle de temps. À horizon en fait 4 à 6 mois, et il est probable en fait qu'on rentre dans le rang. Pourquoi? Parce que fondamentalement, le fait de dire structurel ou transitoire, et après je répondrai à votre question sur les évolutions qu'on perçoit en fait en termes de politique monétaire demain, la question fondamentale c'est est-ce que cette hausse des prix est soutenable, c'est-à-dire qu'elle ne comporte pas en elle-même un contenu récessionniste qui va faire que l'économie va naturellement ralentir parce que malheureusement les ménages, les consommateurs finaux n'ont pas les moyens. Et pour vous la réponse supporter. est oui. La réponse est évidente, elle est oui, d'autant plus dans un moment où les conditions de financement ont été historiquement favorables et qu'elles ne le seront pas plus demain. C'est-à-dire que vous avez vraiment une conjonction de facteurs qui fait qu'aujourd'hui la solvabilité de la demande finale ne peut pas supporter une hausse des prix éternelle. C'est en cela où c'est transitoire. C'est parce que, quand on dit transitoire, c'est un peu comme le monde vivant. Vous savez, on a des constantes dans l'organisme. Eh bien, lorsqu'il y a une constante qui dérive, eh bien, elle va interagir avec tous les paramètres de l'équation pour revenir en fait à l'état initial. C'est un peu ça l'idée. L'idée, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on rentre dans un cercle. En gros, est-ce que la demande finale est capable de supporter et de rentrer dans un cercle inflationniste ou non? Et la réponse pour nous est assez similaire à celle que posent toutes les banques centrales au niveau mondial. C'est que la réponse est probablement non. À terme, maintenant, il y a un élément. Alors, pardon, je ne veux pas rentrer dans un tunnel, donc je vous laisse. Non, mais j'entends ce que vous dites là, sauf que l'objectif de la Fed en termes d'inflation, c'est 2%. Et même fin 2022, on sera largement au-delà de 2%. Oui. Largement. Ah, mais j'ai presque envie de vous dire, c'est en même temps, pendant une des années, promesse ou un objectif, voilà, n'engage que ceux qui les croient. Enfin, en l'occurrence, fondamentalement, est-ce que vous pensez qu'il est c'est là où il faut être. Alors déjà, deux choses. Il y a quand même un souci de la part de la Banque centrale américaine qui est un petit peu, dont les objectifs sont un peu différents en fait des objectifs simples de la Banque centrale européenne. Oui. La Banque centrale américaine, elle a toujours une vision de maîtrise des prix, mais aussi d'une utilisation optimale, d'un fonctionnement optimal de son économie. Et c'est pour ça que peut-être plus là-bas que chez nous, on ne va pas surinterpréter ou suragir par rapport aux 2% d'inflation, parce que la question fondamentale, c'est si jamais la politique devient plus restrictive, simplement pour essayer de ramener ces prix, l'augmentation des prix, en fait, cette inflation à 2%. Mais si c'est au prix d'une récession, d'un ralentissement économique qui va faire regonfler le chômage et refragiliser l'économie américaine, elle n'ira pas. Ouais. C'est pour ça qu'il faut faire attention. C'est-à-dire que là, on a vraiment un double objectif. Et je trouve qu'au final, la Banque centrale américaine, avec ses objectifs qui lui sont propres, ne pilote pas si mal. Et je vais même plus loin. Le revirement de situation de Jérôme Powell au cours des dernières semaines, alors certains l'interprètent, il a été renommé. Oui, parce qu'il y avait la question de est-ce qu'il va rester en fait à la tête de la Banque centrale ou pas. Il l'a été, juste après, il a changé en fait son fusil d'épaule. Nous percevons plutôt la volonté de faire une évolution sémantique, c'est-à-dire que les mots fait qu'on enlève le transitoire dans mon communiqué, ce qui me permettra demain, lorsque ou s'il y a, j'ai envie de dire, un ralentissement, de pouvoir retrouver une forme de marge de manœuvre, si ce n'est dans les faits, mais au moins dans les mots. Oui. Et donc, il est vrai qu'aujourd'hui, les fondamentaux économiques américains sont bons et restent bons. Ouais. On a quand même une politique monétaire extraordinairement en soutien. Je donnerai quelques chiffres quand même. Il faut quand même avoir en tête qu'avant crise sanitaire, le bilan de la Banque centrale américaine, c'est 4 000 milliards de dollars. Aujourd'hui, on est à 8 600 milliards de dollars, à peine 2 ans plus tard. 4 000 et 8 600, donc on ne peut pas dire, ils ont quand même 1000 paquets. Même avec, en gros, un taille prix. Ils ont tellement 1000 paquets que derrière, ça fait ressortir l'inflation. Mais non. Mais attendez, parce qu'il y a quand même ce risque, le cercle vicieux inflationniste qui a peut-être commencé aux États-Unis. Certains quand même se posent la question, ce qui est normal quand on est à plus 6, c'est ça, plus 7% sur un an. Plus 7 sur l'inflation globale. Mais sur les coûts salariaux. L'inflation hors prix de l'énergie et de l'alimentation, c'est là celle-ci que vous devriez commenter d'ailleurs, on est à quasi 5%. Bah oui, quasi 5%. Oui, mais dans le 5%, dans le corps inflation, il y a quoi ?
il y a plus 11%, plus 18% en fait d'augmentation des véhicules, plus 32% des véhicules d'occasion, plus 11% des véhicules neufs. C'est-à-dire que même 5%, les hausses de salaire sont en hausse de 5% aux États-Unis, avec ces chiffres absolument incroyables, 11 millions d'emplois non pourvus aux États-Unis et seulement 7 millions d'Américains qui se déclarent chercher un travail. Alors, on voit bien qu'il y a des tensions sur le marché du travail. On est déjà à 5% de hausse sur les salaires. Alors, merci en fait de donner l'opportunité de clarifier un point qui est un point relativement important lorsqu'on parle d'inflation. Il faut aussi que les discours soient clairs. Ce que vous évoquez, par exemple, vous pourrez me donner l'exemple de John Deere. John Deere, en fait, il y a eu des négociations salariales où effectivement on sort avec des négos salariales qui sont impressionnantes. On se dit, voilà, l'inflation rentre dans le tuyau, ça y est maintenant, on part dans un monde où les salaires vont beaucoup augmenter. Et donc ça va s'auto-entretenir et on va se stabiliser autour de niveaux qui vont être de 4 ou 5% d'inflation. Il faut faire attention parce que dans l'inflation macroéconomique, le 2%, ce n'est pas l'inflation du salaire, d'un salaire, de l'unité de salaire, d'une unité de travail. En fait, l'inflation globale, elle nécessite en fait une conjonction de deux facteurs. Le coût unitaire du travail multiplié par le nombre de gens qui travaillent. Et là se pose la question en réalité, donc c'est nombre fois prix. Et donc, ce qui est important pour savoir si l'inflation est dans les tuyaux, ce n'est pas si les salaires augmentent. C'est normal que dans certains secteurs d'activité, les salaires augmentent. On a effectivement une pénurie de main-d'œuvre. C'est est-ce qu'ils augmentent, mais est-ce que le nombre de gens en emploi augmente substantiellement? Il faut que la masse salariale globalement distribuée augmente très vivement. Ouais. Et c'est là où il faut avoir en tête qu'il y a une force structurelle qui empêche tout cercle vicieux inflationniste. Si on constate de l'inflation dans certains secteurs d'activité sur l'unité de travail, la réalité, c'est que dans des pays qui vieillissent, et tous nos pays vieillissent, la population active a tendance à décroître, ce qui fait qu'il faut toujours avoir en tête le taux de participation. Ce qui fait la possibilité d'une inflation de second tour, inflation des salaires, qui générera l'inflation des prix, c'est l'inflation de la masse salariale globalement distribuée. Pierre, on y est aujourd'hui. On y est quand on a 7% d'inflation, encore une fois, sur un an, 5% de hausse de salaire. On explose tous les compteurs. La question, c'est est-ce qu'on va rester là? Non, mais la réponse est non, parce que ce que j'évoque, c'est qu'il faudrait pour cela que la masse salariale globalement distribuée dans tous nos pays suive une augmentation de 5% par an. Ça ne sera pas le cas. Simplement, ça ne veut pas dire que l'unité de travail ne va pas faire à 5%. Fin 2022, aux États-Unis, on sera où? Nostradamus. Non, mais aujourd'hui, on est à plus 7. Aujourd'hui, on est à plus 7. Oui. C'est énorme. On sera où dans un an? C'est extrêmement compliqué de répondre à votre question parce que si jamais on se maintient à plus 7, notre point de vue, c'est que ça aura un contenu récessionniste qui fera ralentir très fort les économies occidentales. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être qu'on sera même très largement en dessous de 2. Donc on ne peut pas en fait se projeter à la vitesse de réaction en fait, des agents économiques, notamment des consommateurs, à ces hausses de prix. C'est ça. Et il faudrait en réalité absolument que cette inflation des presque, j'ai envie de dire, des commodités, énergie, alimentation. Oh, mais c'est plus seulement l'énergie. Non, mais je regardais les chiffres. Sur le corps inflation, l'essentiel de ce 5%, c'est les véhicules. C'est les voitures, c'est pas le reste. C'est pas le reste. Il faudrait que ça rentre nécessairement dans le rang à horizon. Sinon, malheureusement, on va être dans une situation un peu complexe. Je terminerai peut-être par là. C'est-à-dire que sinon, ça va forcer à quoi? Ça va forcer, si les ménages ne peuvent pas supporter ces hausses durablement, sans avoir un contenu récessionniste en leur sein, il va se passer quoi? Il va se passer que les gouvernements vont être dans une situation extrêmement délicate, avec une crise sanitaire, espérons-le, qui disparaisse. Eh bien, elles seraient quand même dans la nécessité de continuer de maintenir les béquilles qu'elles ont mis en place jusque-là. Parce que la seule manière de supporter socialement, et voire même on peut aller au-delà, géopolitiquement, cette inflation, ça serait de compenser les difficultés que ça générerait en termes de pouvoir d'achat des ménages de la demande finale par des béquilles publiques. Ça veut dire un déficit public qui n'est plus conjoncturel, plus une réponse à la crise, mais qui devient structurel, et une politique monétaire qui n'a d'autre choix pour éviter que les taux d'intérêt augmentent et que le stock de dette colossal qu'on a accumulé explose, de continuer leur politique monétaire. Il est sous pression, il est sous pression ou pas, Jérôme Powell? Parce qu'on sait bien que Joe Biden, quand il dévisse complètement dans les sondages, les Américains, quand on leur pose la question de l'inflation anticipée, les Américains, ils vous parlent de 6% pour 2022. Vous savez quel est le modèle, c'est notre métier, ça, le modèle de prévision le plus partagé au niveau mondial, vous savez lequel c'est? Non. Ce n'est pas des grosses mathématiques, c'est globalement l'extrapolation de ce qui vient de se passer. Donc, soyons conscients que
ne nions pas, hein, la valeur persiste. Et l'inflation, elle est là aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens payent plus cher leurs biens. Mais le contenu prédictif du prix d'aujourd'hui ou de la hausse d'aujourd'hui est quasi nul. Ouais. Et j'ai presque envie de vous dire, l'histoire nous montre que justement, l'histoire ne se fait jamais en ligne droite, mais n'est que succession de ruptures. Ouais, sauf que quand il y a beaucoup d'inflation, on se dit mieux vaut acheter aujourd'hui, ce qui coûtera moins cher que demain après-demain. Et en même temps, demain après-demain, comme ça coûte plus cher, on consomme moins, et donc ça provoque un début de récession. Oui, la question, c'est de savoir quelles sont les forces. La réalité économique aujourd'hui de la grande masse, c'est que l'inflation des prix de l'énergie, vous savez, nous sommes en hiver ici, fait que dès le 15 du mois, dans les populations, parce que malheureusement, nous avons une vision déformée de notre statut social, qui n'est pas, en fait, nous ne sommes pas, nous deux, représentants en fait, de la population médiane française ou d'ailleurs. Non, je vous laisse ce mérite. Mais il faut avoir conscience que dès le 15 du mois, l'inflation qu'on a connue tout au long de 2022 met en difficulté les ménages normal, c'est-à-dire que son pouvoir d'achat est limité. C'est-à-dire que ce concept de « je vais acheter tout de suite parce que demain ça va coûter plus cher », ça marche si vous avez suffisamment d'argent pour acheter. Ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, c'est que la grande masse de notre population a un pouvoir d'achat qui ne nous permet pas de rentrer dans ce raisonnement-là. Ouais, donc cette inflation aujourd'hui pèse sur le pouvoir d'achat, encore une fois, de beaucoup de gens, qui fait qu'automatiquement l'économie ralentit et l'inflation... Alors, pour l'instant, elle ne ralentit pas. Oui, elle ne ralentit pas parce qu'on a les béquilles publiques. Toutes les béquilles publiques qui sont là. La question fondamentale, c'est que si ça dure trop, eh bien, ça va pousser l'État à maintenir ses béquilles. Et donc, les conséquences de cela, ce sera un déficit public qui ne se résorbera pas. Et donc, pour revenir au sujet, une politique monétaire, une banque centrale qui n'aura pas d'autre choix de continuer des politiques monétaires extrêmement accommodantes. Ouais, on n'est pas encore là pour l'instant. On attend ce qu'il va nous dire ce soir. On se dit qu'après, il n'y a pas trop de surprises, encore qu'il peut y avoir des surprises, mais on attend 30 milliards de tapering, donc de réduction mensuelle d'actifs. Qui nous amènera à 9 000 milliards pour le bilan de la Banque centrale à l'horizon du mois de mars de l'année prochaine. Donc, mais sortie du queue, ça fait comme sortie du queue en mars, et donc hausse de taux dans la foulée à partir du mois de l'été. Ça, c'est le scénario. C'est ce qui est attendu par les marchés. Enfin, si vous continuez de m'inviter, on en reparlera. Mais c'est ce qui est attendu par les marchés aujourd'hui. Non, attendu, non. Alors, si. Oui, mais de quoi parlons-nous? Est-ce qu'on va 2 à 3 hausses de taux en 2022 et fin du queue en mars. Oui, mais qu'est-ce qui compte véritablement dans le niveau de taux? Ce n'est pas le taux court, ce n'est pas le taux directeur. C'est ce que nous disent les marchés de taux. Et ils nous disent quoi les marchés de taux aux États-Unis? On est à combien sur le taux à 10 ans américain? 1,45. Qui est rapport entre l'offre et la demande? 1,45. C'est-à-dire à peu près les mêmes niveaux qu'il y a quelques mois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tout cas, les investisseurs ont plutôt tendance à souscrire au message qu'aujourd'hui on diffuse, à savoir qu'ils ne croient pas dans la possibilité, et à juste titre, dans une économie dans laquelle on a un stock de dette aussi colossal. Imaginez qu'on puisse, aller trop loin, de manière durable, avoir des conditions de financement qui viennent dégrader sans avoir des conséquences dures, difficiles sur l'économie réelle. N'oublions pas qu'on est dans un pays dans lequel la demande finale repose beaucoup sur la valorisation des actifs, notamment immobiliers. Et évidemment, taux d'intérêt immobilier, vous connaissez la relation intime entre les deux. Si les taux montent, si les taux longs montaient, c'est ceux qui interagissent avec l'économie véritablement, et qui serait anticipé si on anticipait vraiment une politique monétaire qui devienne plus restrictive, et bien là, en l'occurrence, on aurait en fait un effet prix sur l'immobilier assez important là, avec une mode d'autre action. Ça change l'équation. Vous voyez, on a beau essayer, même si on n'est pas contre l'inflation. En fait, la Fed, comme toutes les banques centrales, au final, qui sont coincées par toutes ces politiques monétaires ultra agressives. C'est ça, en fait, le fond du sujet. Effectivement, aujourd'hui, on a du mal à voir. Alors, on sera surpris. Comme je le disais tout à l'heure, l'histoire est jalonnée d'exemples en fait, de rupture. Elle ne se fait jamais en ligne droite, l'histoire. Mais aujourd'hui, alors maintenant, je vais vous donner mon avis, c'est-à-dire que nous n'imaginons pas qu'aucun banquier central au niveau mondial soit justement prêt à prendre le risque de faire que les choses déraillent. Les choses dérailleront peut-être. Les choses dérailleront peut-être. Mais là, votre question, c'est est-ce que finalement, c'est la banque centrale, les banques centrales qui seront catalyseurs de ces changements profonds ou de ces ruptures? Pour vous, la réponse est non. En tout cas, les 10 dernières années nous montrent qu'ils ne nous ont jamais en fait, montré leur volonté d'amener une rupture. À l'explication et point de vue, merci beaucoup. Pierre Sabatier, donc économiste et président du cabinet PrimeView. Merci David. Salut.